Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sur la sécurisation des personnes à un établissement de santé, notamment pour les personnes âgées. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre d'un côté les besoins et les défis que les établissements ont à affronter, à la fois pour des personnes plus dépendantes, mais aussi pour des personnes autonomes, parce que c'est un problème, comme nous allons le voir, qui est finalement assez global sur les populations qui commencent à vieillir. Et la vraie question et le vrai sujet du jour, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies digitales pour répondre à ces défis. Donc je tiens à remercier l'ensemble des intervenants aujourd'hui avec Monsieur Hubert Tissot des Seigneuriales, qui gère toute la partie innovation du groupe, avec Monsieur Moignet de Target, qui a sa petite start-up dans la grosse entreprise qui met en place des solutions innovantes pour les établissements, le docteur Bory, qui travaille au centre hospitalier du Val d'Ariège et qui coordonne toute la filière gériatrique sur le département de l'Ariège, et Monsieur Pérez, qui travaille pour le centre de recherche en gestion de l'école polytechnique et qui s'est intéressé aux questions organisationnelles autour de ces sujets-là. Donc pour vous présenter la thématique, je vais passer le micro au docteur Bory, qui va vous parler justement du premier axe, du premier besoin, qui est vraiment centré sur les établissements pour personnes dépendantes. Voilà, donc Laurent, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Luc de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. Donc, étant responsabilité sur une filière gériatrique au sein de l'hôpital, très rapidement, les questions de gestion du vieillissement se sont posées, avec comme élément prégnant à la suite d'une rénovation d'un établissement, à la reconstruction même, de savoir si éventuellement on pouvait déjà insérer de nouvelles technologies pour demain. Qu'est-ce qu'elle allait pouvoir nous apporter ? Après un benchmarking un peu déçu, et donc c'est un peu ça qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et avec Hervé Denut, d'Ariège Expansion, il m'a aidé un petit peu à essayer de trouver des entreprises qui pouvaient réfléchir à certaines innovations. La première qui nous concerne, c'est essentiellement les problématiques de fugue. Et la deuxième sera les chutes. Donc les problématiques de fugue, c'est l'angoisse de tous les établissements de santé, puisque les familles nous confient leurs patients, et aussi bien en milieu hospitalier, donc en service de soins actifs, que sur des structures type EHPAD, dans l'établissement à la charge. La question des troubles cognitifs et des fugues, ça me dérange un peu, fugue. Il y a une action volontaire dans la fugue alors qu'ils déambulent et ils vont se perdre. C'est une question prégnante et une angoisse de tous les directeurs et les soignants. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de solution miracle. Il y a des bracelets, mais une fois que vous avez passé les bornes, vous n'arrivez plus à retrouver la personne. Donc généralement, si vous faites attention, ces établissements, ils sont souvent en bord de rivière ou en bord de route, passante, et on a malheureusement plusieurs expériences très tristes sur le sujet. Même très récemment, une collègue à Narbonne m'a contacté parce qu'elle avait perdu son père. Ils ont mis 2 mois et demi pour le retrouver. Il était qu'à 150 mètres de la maison de retraite. Pompiers, l'armée, tout le monde s'y est mis, personne ne l'a trouvé. On a réfléchi. Bracelet, le problème c'est qu'ils se les arrachent. Donc c'est des gens qui ont des facultés cognitives diminuées, mais potentiellement c'est tous des MacGyver, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous démonter n'importe quoi dans une maison de retraite et vous mettre à mal tous les systèmes que vous avez mis en place. Donc les bracelets, ça tient pas, ça tient sur des gens en perte d'autonomie ou pas trop altérés sur le plan cognitif, et donc il peut y avoir une part active.
Après se pose la question des gens qui sont vraiment très altérés sur le plan cognitif, et là il faut avoir un système totalement autonome porté par la personne. Alors, il y avait des idées de vêtements, ça marche pas, des idées de surface, de revêtement, il y a un problème de coût, et à l'époque les solutions quand on a reconstruit l'établissement n'existaient pas. Il y a la fiabilité du sol aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec monsieur, je ne sais pas si nos sols sont de mauvaise qualité, on aurait dû prendre Target. Voilà, et donc on est parti sur des technologies plutôt patch, embarquées. Alors dans un pays, dans un département très social tel que le mien, ça n'a pas été bien reçu, hein. Toutes les problématiques éthiques sont venues immédiatement, et donc vous opposez la technologie à l'humain, ça se passe pas très bien. Donc on a mis avec Hervé, on a prêché pendant 4-5 ans, peut-être même plus. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans le schéma départemental un petit peu, ces innovations, mais c'était pas très simple. Une certaine opposition également du personnel, hein. Et aujourd'hui, donc c'est cette problématique de l'acceptabilité de ces solutions techniques et de la fiabilisation des solutions techniques. Comment recharger les dispositifs, comment fiabiliser les dispositifs, comment adapter nos organisations autour, c'est la question qu'on a développée donc, chez nous, à la fois sous forme bracelet et patch, avec des résultats qui sont, je crois, intéressants. On arrive même à développer un patch souple. Voilà, beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup d'accompagnement aussi, et progressivement une acceptabilité, puisque là on part sur une sécurisation de deux services au sein de l'établissement lui-même, avec des murs porteurs, enfin avec une complexité pour connecter tout ceci, et plutôt un bon accueil. Ça va être intéressant, et on aura un retour d'expérience, je crois, très positif. Après, en tant que gestionnaire d'une filière gériatrique sur un territoire, je rappelle que 40% des gens en perte d'autonomie sont en institution. Il y a malheureusement les 60% qui sont à domicile, et là c'est effectivement la réflexion qu'il faut avoir. Comment ces solutions technologiques peuvent accompagner le vieillissement avant d'arriver sur la perte d'autonomie et rentrer en institution. Ça aussi c'est un défi, et donc c'est le moment où je passe le micro à la personne suivante. Avant ça, je vais quand même te poser une question, Laurence. Donc, tu as indiqué que vous avez quand même vraiment recherché des solutions sur étagère qui existaient, qui étaient mises en place par les industriels. A priori, ça a été quand même une certaine difficulté pour vous pour trouver quelque chose qui correspondait précisément à vos besoins. Et à partir de là, vous avez lancé a priori une collaboration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, justement, sur le projet que vous avez développé, et le fait que, comme on a discuté par avant, vous êtes quelque part allié à des industriels, et comment est-ce que vous avez fait tout ça? En fait, c'est encore une fois grâce à... Oui. Encore une fois, c'est grâce à Hervé qui m'a mis en contact avec une société toulousaine qui s'appelle Sigfox, qui avait une solution technologique en termes de système communicant. Et à partir de ce contact avec Telecom Design, donc une société bordelaise, un leader sur le plan européen, voire plus sur des capteurs, en particulier chute. L'idée est émergée d'avoir un système non seulement de détection des fugues au sein de l'établissement, mais également avec un système GPS pour pouvoir les localiser s'ils sortent de l'établissement, et les rattraper très vite. Derrière se posent des questions technologiques complexes qui sont l'autonomie du dispositif, sont également les comptes d'ombre, que si vous rentrez dans cette solution-là, il faut avoir une fiabilisation maximale, parce que vous ne pouvez pas avoir un dispositif qui ne fonctionne pas éthiquement. Compliqué parce que ces technologies
doivent être fiables parce que résistantes à l'eau, résistantes à l'arrachement. Si on enlève la montre, il faut que la montre connecte et dise qu'on l'a enlevée. Donc il y a tout cet impératif qui est lié au milieu de vie qui est absolument essentiel, et les solutions qu'on avait jusqu'à présent ne répondaient absolument pas à ces besoins. Donc il fallait aller plus loin, recharger un dispositif juste en le mettant sur une plaque et pas le brancher, donc c'est toute la connectique avec des personnes vieillissantes. Voilà. Les obligations d'autonomie, c'est en fonction du modèle du domicile, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une femme de ménage ou une aide ménagère sur des plans GIR 4, donc en entrant en autonomie suffisant pour le recharger tous les jours. Donc le cahier des charges, c'est au moins la semaine. Donc c'est ces impératifs-là du soignant que je suis et des problématiques que j'ai en face de moi lors des consultations, voilà, qu'il fallait transmettre aux entreprises pour qu'elles répondent exactement à notre besoin. Donc en fait c'était ça, et les entreprises se sont adaptées à l'expression du besoin. Enfin, moi j'ai écrit une lettre au Père Noël et elles ont essayé d'y répondre. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as très bien exprimé, les besoins au niveau des établissements sont quand même très spécifiques aux personnes cognitivement quand même assez dégradées. Voilà, le dispositif s'appelle Sacha. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Tissot. Donc, vous avez des besoins quand même assez différents par rapport au public de vos établissements, et une stratégie d'innovation aussi qui vous est propre et qui vous permet d'intégrer des outils intéressants dans votre offre de service. Donc, Alors, je vais passer la slide d'après. J'appuie sur le bouton, voilà. Donc les Seigneuriales, on existe depuis 15 ans. Nous avons une cinquantaine de résidences sur tout le territoire français. Nous avons 2 types de produits, si on peut voir la slide d'après. Donc des résidences, encore une, hop, on va y arriver. Des résidences village et des résidences donc en ville. Nous avons donc ces établissements qui existent depuis un certain temps. Donc bien entendu, on s'est posé la question depuis pas mal d'années, qu'est-ce qui marche pas. Donc nous avons fait comme tout bon commerçant, exploitant, qu'est-ce qui marche pas. Et donc nous avons fait des études, des enquêtes de satisfaction pour commencer, qui ont révélé certaines choses. Donc ces enquêtes ont révélé que nos résidents étaient bien, mais pas pour tout. Voilà. Alors l'habitat finalement couvre pas mal de champs. Bien entendu, il y a la cellule privée, mais il y a aussi les parties communes, et puis il y a aussi l'interaction avec la cité. Donc finalement... Désolé, c'est l'ordinateur. Non, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Donc finalement... ces enquêtes nous ont permis d'identifier très précisément les points qu'il nous fallait améliorer. Et donc nous construisons et nous mettons en place des dispositifs, des systèmes constructifs, des appareillages et autres. Et en tant qu'exploitant aussi, on met en place des services. Et en fait, on s'est rendu compte que les produits et services existants sur le marché ne couvraient qu'une partie de ces besoins. Donc on s'est dit, comment on va faire ? C'est comme vous l'avez dit juste avant, on s'est tourné vers des industriels et on s'est dit, on va essayer de travailler avec les industriels et surtout nos résidents pour co-concevoir des produits réellement adaptés. Donc là, c'est une grande aventure qui a commencé sur certains domaines, il y a déjà maintenant 4 ans. Donc il y a eu le projet Habitat Senior, où en fait on a réuni 14 industriels autour donc de l'habitat pour seniors, et on a développé avec ces industriels donc des innovations. Donc ça s'est fait d'une manière itérative. Bien sûr, il y a eu d'abord toute la partie étude des cas avec ces industriels. On a dû les sensibiliser justement à notre problématique, aux problématiques de nos résidents. Donc il y a eu des études de fait sur le terrain avec des outils assez innovants, des méthodes innovantes. Voilà. Et nous avons mis en place donc des protocoles de test avec nos résidents qui ont permis de déterminer non seulement des besoins, mais aussi les fameuses stratégies de contournement. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est des choses que personne ne traite. Et finalement, il y a une richesse énorme dans les stratégies de contournement parce que justement, qui mieux que l'usager peut nous donner des astuces et des trucs pour faire avancer les choses.
chose. Donc on a mis en lumière tous ces points à travailler. Les industriels donc, sur ce projet Habitat Senior ont joué le jeu. Et depuis, donc, on a sorti un prototype d'usage, enfin un logement prototype, avec tous ces prototypes à l'intérieur, avec ces 14 industriels. Ça va de la porte d'entrée au sol, aux lumières, au lit, à la salle d'eau, ainsi de suite. Et ce projet donc, a duré 3 ans, la version 1. Il y a 7 brevets qui ont été déposés. Et donc aujourd'hui, on est sur une deuxième session où on continue à déjà peaufiner ce qui était existant, mais aussi à produire de nouveaux éléments pour pouvoir justement améliorer le quotidien de nos résidents. Donc ça, c'est la partie habitat. Partie habitat, on a aussi travaillé sur la connexion la communication du logement. Donc ça, on s'est entendu on a passé un partenariat avec Somfy. Donc là, pareil, comment est-ce qu'on s'y est pris? Eh bien, en fait, on a passé du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui était la connexion, la communication du logement. Je vais y arriver. Et en fait, on a sensibilisé l'industriel qui a bien joué le jeu avec nous, et on a mis en place donc pendant 1 année sur 5 logements dans une résidence des logements connectés, donc avec des vrais gens, avec une vraie vie, qui ont accepté justement de jouer le jeu. Et d'une manière itérative, on allait les voir tous les mois pour justement améliorer, pour peaufiner le système qui avait été mis en place chez eux. Donc il y a les ouvrants, il y a le chemin de nuit lumineux, il y a le scénario entrée-sortie, et ainsi de suite. On n'a rien, c'est pas des innovations exceptionnelles, mais c'est des innovations bien senties, malines, et surtout pertinentes par rapport à un besoin très précis. Je donne toujours cet exemple. Somfy, donc ils ont des bureaux d'études, ils ont tout ce qu'il faut en matière grise, mais dans leur dispositif, par exemple, les volets se fermaient avec la lumière du jour. Donc le soir, si c'est l'hiver, s'il fait nuit à 18h, les volets se ferment à 18h, ou même peut-être des fois plus tôt. Et finalement, on s'est rendu compte avec nos résidents qu'il y avait un côté anxiogène. Ils nous ont dit assez rapidement, moi, à partir de 15h, je ne vais plus sur le balcon, j'ai peur d'être enfermé. Et oui, c'est vrai, les ingés, ils n'y avaient pas pensé. Donc avec eux, on a trouvé une serrure, une poignée de porte-fenêtres connectées qui envoie un signal justement au dispositif et qui dit attention, il y a quelqu'un sur le balcon, puisque la porte-fenêtre est ouverte. Donc vous voyez, tous ces petits trucs qui sont trouvés avec justement des usagers permettent d'améliorer vraiment des systèmes qui sont très pertinents parce qu'ils ont été pensés en BE, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est la partie donc, habitat, la partie connexion. On a aussi travaillé sur la communication donc, du résident. Donc là, on a développé un système communicant, une plateforme numérique. Là aussi, on a beaucoup travaillé avec nos résidents. Il y a une première phase où en fait, on a fait 2 tests pendant 6 mois sur 2 résidences. Alors en fait, on a des confrères, néanmoins concurrents, qui vont beaucoup plus vite que nous parce qu'eux, ils achètent des solutions clés en main. Et on se rend compte qu'il y a des effets d'annonce. On voit dans la presse, tiens, un tel a sorti telle tablette pour telle résidence, et pour telle résidence, c'est génial, ça marche, alors tout le monde y va. Et 6 mois après, vous y allez, les tablettes, elles sont au fond d'un placard et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on oublie toujours un bout de l'histoire. Le bout de l'histoire, c'est quoi ? Il y a la partie conception, la partie justement technologique, il y a la partie... mais il manque des fois l'accompagnement, il manque des fois le business plan, qui paye et comment. Voilà. Donc les 4 preuves, elles sont simples, preuve d'utilité, preuve d'innovation, il y a preuve de faisabilité du système, et après la preuve de profitabilité. Donc ces 4 preuves, si elles ne sont pas réunies, ça ne marchera pas. Et dans tous les cas, si dans la salle vous avez des idées justement d'innovation, ou si vous phosphorez là-dedans, pensez toujours à l'accompagnement. Je reviens à Somfy, notre histoire avec Somfy. J'ai encore du temps là, ça va ? Parce que je radote, j'en ai pour un moment. Somfy, en fait, ils avaient pensé à pas mal de choses, mais dans l'offre qu'on est en train de formater avec eux, qui va sortir très rapidement, donc ce sera une offre Somfy Seniorial spécifique senior,
Ils n'avaient pas du tout pensé à l'accompagnement. Et nous, on leur a dit, mais ça ne sert à rien de dépêcher un domoticien sur place qui va mettre un système même le plus pertinent qu'on aura mis en place ensemble. Mais il faut à chaque fois l'adapter et surtout, il faut l'accompagner. Il faut accompagner le résident, enfin la personne âgée, à utiliser le système. Mais pas qu'une fois. Donc on a intégré dans cette offre de service, de dispositif, on a intégré un accompagnement. Donc le domoticien a pour, donc si le résident achète ce système, a pour, donc le domoticien doit repasser un mois après et le résident, à sa demande, peut faire repasser le domoticien une autre fois dans l'année. Voilà. Donc ça c'est super important, c'est l'accompagnement, c'est quelque chose de primordial si effectivement vous voulez que votre dispositif ou votre produit ou service puisse vraiment fonctionner dans le temps. Après, donc, nous avons aussi, puisque là on est dans les nouvelles technologies, on travaille beaucoup sur la robotique. Alors, il y a la robotique compagnon de vie. Donc là, on a passé un partenariat avec Blue Frog Robotique qui développe un robot qui s'appelle Buddy. Pour certains qui connaissent, peut-être pas. Non, oui. Donc c'est un petit R2D2, un peu comme dans la guerre des étoiles. Donc l'idée, c'est que le résident ait un compagnon de vie. Alors là aussi, on a pas mal travaillé, on a fait beaucoup d'ateliers prospectifs avec nos résidents, parce qu'il n'était pas question de mettre un gadget de plus dans une vie qui n'en a pas besoin. Donc on a travaillé avec nos résidents, avec beaucoup d'ateliers prospectifs et avec donc l'industriel, et on est en train de formater une offre donc de robots de compagnie. Et après, il y a aussi un robot d'accueil que nous, Seniorial, on est en train de formater avec la société Humano. Donc là, c'est plus avec Aldébaran. Donc là, c'est le robot Paper qui sera mis à l'accueil de nos résidences. Alors là aussi, nos résidents de suite nous ont dit attention, n'enlevez pas notre réceptionniste ou notre régisseur, on y tient. Alors, on leur dit surtout pas. L'idée, c'est pas du tout d'enlever le rapport humain, mais c'est d'améliorer et de qualifier encore mieux les rapports. Je m'explique, la personne à l'accueil, au lieu de répéter 50 fois dans la journée, attention, cet après-midi, vous aurez une coupure d'eau, je préfère que ce soit le robot qui le dise et que justement la personne à la réception, elle puisse prendre du temps pour parler d'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, ça c'est les 5 sujets majeurs que l'on travaille actuellement au Seniorial. Après il y en a d'autres qui sont un petit peu plus secondaires, comme la nutrition, la mobilité, etc. Et puis voilà, je sais plus... Très bien, c'est bon, très bien. Effectivement, c'était très intéressant. Et ce qu'on peut retenir de vos 2 interventions, quelque part, c'est que les outils technologiques apportent vraiment des éléments de réponse, mais que quelque part, pris tout seul, ils ne sont pas l'intégralité de la réponse. Et justement, pour traiter de ces points-là, Monsieur Pérez a effectué ses recherches sur ce sujet-là, notamment dans le cadre aussi du projet Sacha et de son évaluation. Donc Johan, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta démarche et comment est-ce qu'elle complète parfaitement ce que le docteur Bory et ce que Monsieur Tisson ont pu dire jusque-là? Oui, bonjour à tous. Donc Johan Pérez, moi, je suis chercheur au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique et où je m'intéresse justement au sujet de la conception en santé numérique et plus particulièrement aux méthodologies de test dont a très bien parlé Monsieur Tissot, c'est très proche de mes travaux de recherche, où comment s'assurer que les besoins et les usages seront adressés. Donc pour la petite histoire, je travaille aussi en parallèle à Winov qui a été mandaté par le centre hospitalier Val d'Ariège pour suivre le projet Sacha sur ce genre de test, où j'ai eu l'occasion de travailler avec le docteur Bory ici présent. Donc d'abord une évaluation technologique pour s'assurer, comme le disait M. Bory, d'une manière éthique que le dispositif que l'on va mettre dans la vie des gens a un minimum de fonctionnalité et de véracité, parce que sinon ça peut être dangereux et c'est quelque chose qu'on tient à tout prix à éviter, pour par la suite pouvoir effectuer un de ces tests dont parlait M. Tissot pour justement s'assurer que le dispositif que l'on a mis en place répond bien à la valeur que l'on attendait. Donc pourquoi ce genre de test exactement ? Parce qu'on se rend compte qu'en conception, il y a un réel tropisme qui part de la conception besoin. C'est-à-dire on identifie les besoins et après on va aller faire une solution. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est le chef de projet qui n'identifie pas ses besoins, en général, il va droit dans le mur. Par contre, c'est qu'une seule dimension de la conception. Parce qu'en face, il faut justement trouver un moyen d'adresser ses besoins. Et par exemple, sur le dispositif Sacha, donc...
on a besoin de sécurisation en établissement. D'une part les fugues, de l'autre les chutes. Bon, mais le moyen d'adresser ces besoins qui a été trouvé à cet endroit-là, c'est un bracelet connecté qui détecte automatiquement les chutes et qui, lorsqu'on s'éloigne trop d'une borne de communication, dit « Ah, attention, le résident s'est trop éloigné ». Le principe des tests qu'on va mettre en place, c'est de vérifier que les besoins ont bien été identifiés, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident, et d'une autre part, de vérifier que le moyen que l'on a utilisé pour adresser ces besoins est pertinent au sein de l'organisation. Donc je vais un petit peu scinder les deux. D'une part, les besoins, exprimer un besoin, c'est quelque chose d'assez personnel. Il faut toujours réussir pour le chef de projet à le remettre en contexte. C'est pour ça qu'en général, des projets naissent après l'observation de terrain pendant des fois plusieurs années. Pour autant, c'est pas toujours quelque chose de véritablement objectif. Et dans le cas du dispositif Sacha, par exemple, oui, on a besoin d'une sécurisation en établissement. Pour autant, est-ce que sécuriser les résidents 2 jours pour la chute est pertinent? On peut se poser la question, puisque le principe de l'établissement, c'est quand même de mettre une organisation autour de personnes dépendantes pour pouvoir justement suivre ces personnes. Donc ça, c'est une des questions qu'on va se poser. Le dispositif, donc, il est créé à partir de besoins identifiés, et créer ce dispositif, ça va permettre de répondre à beaucoup de valeurs. À beaucoup de besoins, pardon, et à générer beaucoup de valeurs, comme le disait M. Tissot justement. C'est-à-dire que on va avoir notre dispositif, bon, mais il va sécuriser les chutes. Outre la valeur monétaire que ça peut avoir pour un établissement, c'est aussi une valeur de qualité de service. Pourquoi? Parce que on va faire en sorte que dès qu'un résident chute, on puisse le détecter. Donc on va améliorer le fonctionnement de l'établissement. Pareil, on va pouvoir géolocaliser un résident qui a fugué, ce qui ne se faisait pas avant, puisque avant il fallait déployer tout le monde, le branle-bas de combat. Et ça, c'est un établissement qui va être meilleur. Donc notre méthodologie, ces tests, d'abord, elle va servir à essayer d'objectiver tous ces axes de valeur créés. Mais de notre côté, on va le passer au prisme de l'usage réel. Parce que l'usage réel, dans ce que je disais, le moyen pour répondre aux besoins adressés, est un prisme vraiment ingrat dans le milieu de la santé numérique, et particulièrement dans des établissements où des organisations sont déjà bien établies avec des processus métiers déjà bien figés. Et ce qu'on va vérifier, c'est que les nouvelles activités demandées par la mise en place d'un dispositif, comme le dispositif Sacha, ne viennent pas en conflit avec les activités qui sont déjà présentes dans l'établissement. C'est-à-dire que recharger le dispositif, mais ça peut prendre 10 secondes, puisque aujourd'hui il suffit de le poser sur une plaquette, mais si vous devez aller chercher un câble, le brancher et ainsi de suite, ça peut prendre 2 minutes. C'est 2 minutes qu'un aide-soignant ou une infirmière ne va pas passer à s'occuper de ses résidents, et c'est donc ces 2 minutes qui viennent rentrer en conflit avec leur cadre de vie. C'est un exemple assez banal, mais lorsqu'on gère 40 dispositifs dans un établissement, c'est quelque chose qui peut vraiment forcer le désintérêt des acteurs à utiliser le dispositif. Donc on va aller vérifier ça. Pour le dispositif Sacha, par exemple, on l'a posé dans 2 EHPAD, on a posé une vingtaine de bracelets, et on a été regarder au jour le jour un petit peu le travail des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, même le travail des systèmes informatiques, des directions des systèmes informatiques, pour voir un petit peu quel processus à l'implémentation du dispositif Sacha allait rentrer en conflit avec les processus métiers des personnes qui travaillaient dans ces établissements. Et en fait, aujourd'hui, ces méthodologies, elles nous paraissent primordiales. Parce que d'un côté, on va dégager les axes de valeur. Les axes de valeur du besoin adressé, mais on va vérifier que dans la vie réelle, dans l'implémentation réelle, ces axes de valeur, ils sont bien adressés. Et ça, c'est autant d'arguments, on va dire, commerciaux, mais dans le bon sens du terme, pour que le dispositif soit adopté. Aujourd'hui, la problématique ici, c'est le déploiement de solutions dans des établissements de santé, justement à cause des moyens choisis pour adresser certains besoins. Le déploiement en général est inexistant. C'est pour ça que le Dr Bory, comme M. Tissot ici, préfèrent développer leurs solutions en interne, parce que sur étagère, justement, les usages n'ont pas été pensés. Donc la valeur n'est finalement pas adressée en conditions réelles, et l'adoption et le déploiement ne se font pas. Outre ces
arguments commerciaux à l'adoption, c'est vrai que ces méthodologies, quand on regarde finement le processus, elles nous donnent un cahier des charges. Elles permettent la reconception, le guidage du projet pour être sûr justement que l'intégration sera acquise au final et pour donner un cadre, on va dire une checklist aux industriels pour comment déployer le matériel dans un établissement. C'est-à-dire nous, on a étudié ça avant de le vendre aux établissements. Donc, quand on le vend aux établissements, on peut dire bon, mais si vous voulez que ça fonctionne, il faut tel responsable, il faut que cette personne fasse ci, et ainsi de suite. Voilà. Bon, la question principale surtout de ces tests, c'est que finalement, ils nous donnent les trois piliers essentiels à la réussite d'un projet, et c'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui ils sont de plus en plus importants à mener. Donc moi, c'est mes travaux de recherche, donc je suis peut-être pas impartial, mais en tout cas, outre ces arguments marketing et les arguments de déploiement pour assurer la valeur, il confère aussi les points de précision du business model, donc c'est-à-dire quelle valeur je vais pouvoir vendre, et surtout le product management. Et ça, dans un milieu comme la santé numérique, où on sait qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, mais pourtant aucune convergence, le product management, tous les axes pour diriger la conception de produits, apparaît comme particulièrement essentiel. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir remonter ce genre de test en amont dans la conception, parce que c'est vrai que pour le dispositif Sacha, par exemple, on avait des bracelets pré-industriels, donc qu'on avait testés technologiquement, on savait qu'ils fonctionnaient. Si à chaque fois il faut attendre 5 ans de développement pour pouvoir faire ce genre de test et se dire attention, on a mal pensé les usages, et il faut réorienter sur ça ou sur ça, c'est un peu dommage. Le problème, c'est que ça va rentrer en conflit avec l'éthique, puisqu'on ne peut pas fournir un dispositif qui ne fonctionne pas à des gens, surtout lorsque l'enjeu c'est leur vie. Donc, merci Yoann pour cette intervention. Donc tu fais naturellement le lien vers Monsieur Moignet qui développe des solutions justement de sécurisation des personnes dans les établissements, des solutions déployables et déployées d'ores et déjà dans un certain nombre d'établissements. Donc comment est-ce que vous avez intégré vous-même ces contraintes et peut-être cette notion de gestion de produits, de cycle de vie dans votre stratégie de développement? Alors, vos interventions respectives sont très intéressantes parce qu'elles retracent notre histoire, mais je ne vais pas vous refaire notre histoire, je ne suis pas là pour ça. Je serai au showroom demain après-midi, je crois, pour ceux que ça intéresse. Je pense que la vraie problématique, et elle a été bien soulignée par notre dernier intervenant, c'est sur je m'adresse à qui, pourquoi faire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quelles qu'elles soient, elles partent dans leur développement sur je suis acteur dans un secteur, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, comment je peux trouver une compatibilité entre ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui et les nouvelles technologies et sortir un produit. Alors on voit une pépinière de start-up naître à droite, à gauche, prétendant apporter la solution à tous vos problèmes et particulièrement aux problèmes des seniors à domicile. Et au final, est-ce qu'on a vraiment adressé les enjeux du parcours de vie de la personne vieillissante? Est-ce qu'on a adressé les enjeux de ses aidants étant multiples? Ça peut être ses proches, ses amis, sa famille, ça peut être le corps médical, ça peut être des aides-soignantes, des infirmières, etc. Et finalement, on se rend compte que l'étude ethnographique est souvent complètement oubliée dans le monde industriel et personne ne se pose la question de savoir ce que je fais, ça sert à quoi? Donc, je travaille dans un groupe qui vient des matériaux du second œuvre, puisqu'on fabrique du revêtement de sol, et que le revêtement de sol, finalement, ça reste un matériau de construction pour la plupart des gens, même si ça a beaucoup de caractéristiques techniques et esthétiques que vous notez rarement. Et de là, on peut se dire, mais finalement, l'innovation technologique, ça peut être quoi? Alors, on va vous parler de sol connecté. Et dans le cadre du projet dont je m'occupe et du business que je suis en train de développer, le sol connecté, pour moi, il n'a pas de valeur. C'est un accessoire à ce qu'on veut faire, mais en aucun cas, ça va avoir de la valeur. L'objet en soi n'est pas la valeur qu'on crée pour les personnes. On n'est pas philanthropique
mais au départ, c'est à l'humain qu'on doit s'adresser. Et je pense que dans beaucoup trop de cas, dans les développements qu'on peut faire dans le monde économique et industriel, on se pose des questions d'ordre technique, technologique, produit, et absolument pas d'ordre humain. Et ce sont les questions à adresser. Et tant qu'on ne les aura pas adressées, tant qu'on n'aura pas compris les besoins du marché qu'on veut adresser, eh ben on ne créera pas de valeur pour la personne ou pour les usagers de nos solutions. Donc ça, c'est la première dimension. C'est une dimension très difficile parce qu'elle n'est pas culturellement ancrée aujourd'hui dans le monde industriel traditionnel. Elle l'est beaucoup plus quand on regarde du côté de la Silicon Valley. Pourquoi ? Parce que depuis un peu plus de 40 ans, il y a un professeur à Stanford qui a créé une méthode qui s'appelle le Design Thinking. Et le Design Thinking démarre avec une étude ethnographique de la population que je veux adresser par rapport à une problématique identifiée. Et la problématique, elle est clairement identifiée. Population vieillissante, perte d'autonomie au fur et à mesure de son vieillissement, problématique de sécurisation des établissements. Et quelque part, tant qu'on n'aura pas pris la mesure des choses et les enjeux que ça peut avoir pour toutes les personnes impliquées, et je pense particulièrement aux aidants, parce que ça retombe toujours sur le dos des aidants. Quand dans votre maison de retraite où vous avez votre grand-mère, elle est tombée une nuit, qu'elle s'est pas fait trop mal, parce que dans un tiers des cas, heureusement la chute n'est pas grave, elle s'est juste fait un bleu, elle s'est relevée, elle est allée aux toilettes comme elle voulait le faire, elle s'est recouchée, personne n'est au courant. Le lendemain matin, elle ne dit rien aux aides-soignantes parce qu'elle n'y pense plus ou elle n'a juste pas envie de déranger. Elle dérange déjà suffisamment avec toutes ces questions, voire de temps en temps, elle ne se sent pas considérée. Je viens la voir le dimanche et je lui dis « ça s'est bien passé ta semaine ?» Et elle me dit « oh, ouais, ça va. Ah, mais t'as un bleu sur le genou. »« Ah oui, je suis tombé l'autre nuit. Et qu'est-ce qu'on a fait pour toi ?»« Ah non, rien, c'est pas grave. » Et en fait, ça peut avoir des conséquences. Mais personne s'en occupait parce que c'est pas que le personnel ne veut pas s'en occuper, c'est qu'il ne le savait pas. C'est donc comment aider finalement les aidants, quand on revient au sujet initial dans la sécurisation des résidents ou des patients des établissements médicalisés, c'est comment on peut les aider dans leur quotidien. Et là, je suis en désaccord avec vous, les solutions qu'on doit apporter, elles doivent être plug and play, simples à utiliser et sans créer de tâches additionnelles pour le personnel dans l'établissement. Non, mais vous avez dit que vous deviez prendre en compte l'organisation existante, voir quel impact ça aurait, etc. Je pense que quand on veut venir avec une solution pour aider... Je vais pouvoir le défendre aussi. Non, ce que je veux dire, c'est finalement, c'est ce qui est simple une fois que c'est existant et évident, qui a la vraie valeur ajoutée pour tous les acteurs dans l'environnement. Et la culture du changement, et je pense que vous, dans vos problématiques d'établissement médicalisé, est extrêmement complexe, et qu'effectivement, l'accompagnement, que ce soit pour des résidents en résidence senior ou pour du personnel en établissement médicalisé, est fondamental, et qu'on ne peut pas arriver avec une innovation et juste dire, voilà, c'est l'outil miracle et ça va vous régler toute une partie des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Effectivement, mais là, une fois encore, on est dans l'humain. La technologie en soi, elle n'a aucune valeur ajoutée. L'objet connecté, on parle beaucoup de l'IoT, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'objets développés qui sont vraiment du gadget, parce que je vous vends un objet et débrouillez-vous avec l'objet. C'est pas ça l'IoT. L'IoT, c'est je vous apporte un service qui va nécessiter effectivement un objet connecté, mais cet objet connecté, qui peut être un seul connecté, mais qui peut être tout à fait autre chose, c'est un accessoire à ma solution. La vraie valeur ajoutée pour vous, c'est le service que je vous apporte et qui va régler une partie de vos problèmes. Et ça, aujourd'hui, dans le monde industriel, c'est pas fréquent et c'est très difficile à faire entendre à des équipes de développement de produits, comme vous l'avez justement souligné. Dernier mot, un des moyens, c'est dans un groupe industriel, si on veut le faire, de créer des équipes qui soient complètement autonomes par rapport au reste de l'organisation, qui va pouvoir bénéficier effectivement des moyens humains, techniques du groupe, mais surtout d'une grande autonomie pour pouvoir réellement se poser les bonnes questions et ne pas être dans les travers du métier traditionnel où en permanence on va revenir avec nos habitudes d'industriels en quête de performance, de productivité, de rendement, qui ne sont absolument pas
les enjeux de demain, de l'humanisme dans l'e-santé, voire de l'humanisme au sens large dans la société. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, je fais de la pub, à regarder l'intervention du directeur général de Danone, Monsieur Faber, lors de la remise des diplômes à HEC, à la promotion de HEC cette année. C'est juste extraordinaire et ça va complètement dans la continuité de ce que je vous disais. Donc, je vous remercie. Donc je vais laisser peut-être le docteur Bory et monsieur Pérez rebondir sur votre intervention. Alors juste, dans des organisations au sein d'un hôpital, c'est compliqué. Toute innovation ou tout changement génère une réaction assez phobique de la part, en particulier de certaines organisations syndicales, qui fait que le pauvre Johan a dû traverser ce champ de mine et c'est pas simple. Je tiens à attirer quand même l'attention, Luc, tu m'as contenté voilà mon intervention sur le milieu hospitalier. Juste une chose, c'est que tout ceci s'est fait dans une démarche qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire on a un partenariat avec Gérontopole sur les actions de recherche. Donc on avait l'habitude de mobiliser des cohortes de patients et donc il y a un vrai attrait à l'innovation. Même en milieu rural, ce qui nous a énormément surpris, donc les gens participent à l'innovation et ils sont ravis de participer. Attention dans l'innovation. On était tout à l'heure sur les trophées. Ne créerons pas de l'innovation qui rend les gens dépendants. Ma spécialité c'est la cognition, donc c'est l'évaluation des troubles cognitifs. Le vieillissement réussi, c'est de stimuler la personne. Plus on va stimuler la personne, et mieux elle va bien vieillir, entre guillemets. Plus elle sera active. Comment l'accompagner? Attention que les technologies, je pense tous les systèmes asservis et autres, ça empêche les gens de réfléchir, ou attention que la technologie ne prenne pas la main et les infantilise. Tout à l'heure on a vu un coussin, enfin voilà, il y a des choses qui sont hors sol, quoi. Au contraire, il faut les stimuler. Les gens sont prêts. Comme disait Johan, c'est comment on les accompagne. C'est fondamental. C'est-à-dire que si vous posez un dispositif chez eux et ils ne savent pas s'en servir, il faut non seulement qu'ils sachent s'en servir, mais qu'ils sachent s'en servir dans la vraie vie. C'est pas parce que je vais le former pendant 1 heure que ça va régler le problème, c'est comment je vais m'adapter à cette technologie. Et l'autre brique est fondamentale auquel tu as pu te confronter sur le projet Sacha, c'est le fait que, même sur le domicile, c'est comment ça s'insère dans les organisations du territoire de santé. Même dans le parcours de vie, je crois, comme vous avez indiqué, c'était un des éléments intéressants. Voilà, il y a une perte d'autonomie, il y a d'abord, je mets en place une femme de ménage. Bon, mais comment cette femme de ménage peut intervenir là-dedans? Voilà, comment on agrège ces technologies dans un dispositif qui peut ne pas être le même d'un territoire à un autre. Il y a un modèle d'organisation sur un département, parce que c'est départemental. Donc, est-ce que le modèle de l'Ariège est le même que celui, je sais pas moi, de Moselle ou de Corse? Enfin, c'est ça aussi. Ces technologies doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux organisations, voilà, dans l'idée de maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible. Voilà. Et je crois que cette dimension, il faut avoir l'équilibre entre... voilà. J'ai peur qu'à un moment donné, ça devienne trop médical. Voilà, on médicalise tout. Les médecins, c'est sûr, ils vont être phobiques par rapport à ça. Avoir sur leurs écrans des tensions artérielles, des pouls, des températures, ça va les affoler, quoi. Ils en veulent pas de ça. Voilà. Donc après, c'est comment on rend le patient plus autonome. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, hein. Au lieu de subir sa maladie, comment il peut avoir une action. Ça va être valable sur les générations qui vont arriver. Mais voilà. Après, en Ariège, on reçoit d'autres entreprises, hein, et par exemple, il y a tout un tas de niches. Dans le vieillissement, il y a la dimension nutrition. Tu connais un petit peu.
Donc comment on peut améliorer la prise en charge nutritionnelle dans les établissements, soit de santé type EHPAD, ou EHPA, foyer logement ou autre. Comment on arrive à apporter cet aspect fondamental de la santé de la personne, sachant que ça a un coût. La diététicienne, c'est un acte payant. Les établissements de santé ne peuvent pas se financer. Donc comment on répond à ce trou? Donc il y a tout un tas de domaines, tout un tas d'entreprises qu'on reçoit. On a 5 ou 6 sur KBI5. Donc il y a des niches, il y a des choses à faire qui sont absolument fondamentales. Mais attention non plus au trou tout techno. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant parce que d'un côté, on cherche à autonomiser les personnes. Donc tu as cité l'exemple de l'éducation patient ou thérapeutique, etc. Mais qu'en leur mettant des technologies, tu as cité précédemment qu'il fallait les autonomiser à utiliser la technologie. Donc c'est en soi un concept finalement. Est-ce qu'on décale pas le problème d'autonomisation de la capacité à faire vers la capacité à utiliser un outil? Et justement, je vais peut-être laisser Johan rebondir là-dessus par rapport aux remarques précédentes. C'est un peu la limite du plug and play, justement, parce que pour moi, le plug and play est très personnel et dépend des compétences. Et par exemple, le dispositif Sacha a beau détecter automatiquement une chute, il va falloir quand même que quelqu'un reçoive l'information, qu'il la comprenne, l'utilise, aller révéler la personne et l'archive. Dire à son équipe, telle patiente est tombée cette nuit, il faudra la surveiller, ainsi de suite. Donc le plug and play a une limite qui est l'humain, comme vous disiez, et c'est justement tout l'intérêt d'aller chercher ces petits détails d'usage pour essayer de comprendre où est-ce qu'il s'arrête et qu'est-ce qu'on va devoir apporter aux personnes, aux acteurs, aux utilisateurs, aux bénéficiaires, aux porteurs, pour que justement ce plug and play fonctionne. Voilà, je pense que c'est dans cet usage-là qu'il faut creuser. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ça rejoint des interventions qu'on a pu voir chez nos partenaires de Health 2.0 à Barcelone avec des médecins américains qui expliquaient deux choses. Déjà, ils ne comprenaient pas pourquoi nous, on n'y arrivait pas. Donc là, après, on leur a expliqué que chez eux, un patient coûtait $5 000 de plus par an. Donc forcément, ça laisse des marges de manœuvre pour acheter des outils, des services, des compétences. Et également, ils ont sorti une citation que j'ai trouvée fort adaptée, c'est « The more disruption, the more obstruction ». C'est-à-dire que quand vous cherchez à apporter des nouveaux services disruptifs qui vont vraiment changer l'organisation, à ce moment-là, vous allez avoir des freins. Donc vous avez cité les freins syndicaux, mais ça commence déjà avec les freins des personnes et la capacité, la littératie numérique qui est un vrai sujet parce qu'on a quand même des médecins ou même des aides-soignants qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils-là et qui peuvent empêcher l'usage. Également, ce qui a été vraiment très intéressant dans votre échange, et je vais vous laisser rebondir là-dessus, c'est que déjà vous avez lancé le mot IoT. Finalement, tout le monde en a parlé autour de la table, mais vous l'avez cité en dernier sur la dernière intervention. Et cette transition d'une stratégie de produit vers une stratégie intégrée de service. Qui semble être vraiment la tendance actuelle chez les acteurs que vous êtes. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous avez peut-être au niveau des établissements, que ce soit plus hospitaliers ou au niveau des résidences comme les seigneuriales, quelle est votre position là-dessus, si vous... Je ne vais faire que répéter ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Dans tous les cas, c'est une couverture globale, c'est-à-dire quand on apporte quelque chose, une valeur ajoutée dans le quotidien d'un résident, que ce soit un produit ou un service, il faut que dans tous les cas, il y ait effectivement une couverture, un cheminement qui a été imaginé et en aucun cas on peut poser quelque chose comme ça. Et en plus, je dis le résident, mais il n'y a pas que lui, comme vous l'avez dit justement, il y a les aidants familiaux, professionnels, il y a tout un écosystème qui tourne autour qui doit être impliqué. Voilà. Donc le dispositif, dans tous les cas, il doit être global, vraiment imaginé pour fonctionner.
J'en profite juste pour dire une chose. Je pense que nous, les acteurs, on a quand même une responsabilité presque sociétale de justement d'accompagner toutes ces startups ou même des grosses entreprises sur ces sujets-là, puisque nous avons effectivement recensé des problématiques. Nous avons donc des résidents ou des patients. Et je pense que notre responsabilité, c'est d'accompagner justement ces innovations. Et donc pour ce faire, juste je vous donne un exemple, et on ne sera pas les seuls à le faire, je crois que ça commence à se faire un peu partout. Nous avons réalisé une pitch session il y a peu de temps, qui consiste en fait à mettre en relation des entreprises, donc des entreprises qui ont un sujet innovant, que ce soit un produit ou un service, et à pitcher face à nos résidents. Alors là aussi, on a essayé de pousser l'histoire au maximum en sachant que nos résidents, on ne les a pas lâchés comme ça, on les a qualifiés, c'est-à-dire, comme je vous disais, on les a sensibilisés aux 4 preuves d'utilité et on leur a donné suffisamment de matière pour qu'ils puissent répondre à toutes ces entreprises. Donc l'idée, c'est de mettre en relation et de confronter justement des innovations qui sont portées, qui sont souvent en conception, pour justement aider les porteurs de projets. Donc j'invite tous les acteurs de l'écosystème de se tourner vers ce type d'action pour justement essayer de formater et d'aider le marché à aller plus vite, plus loin. Pourquoi ? Parce que justement, on ne peut pas faire sans les usagers et sans les aidants. Voilà. Donc c'est une vision globale des choses qu'il faut anticiper dès la création, dès la conception d'un produit ou d'un service. Okay. Oui, bien sûr. Et enfin, pour vous donner un petit peu mon expérience sur le sujet, c'est un monde qui m'est totalement étranger, hein, le monde du commerce, de l'industrie. Je suis très très loin de tout ça. Et j'ai été honnêtement assez effaré. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'accompagnement des entreprises. Peut-être un défaut de la part... peut-être du corps médical, globalement d'être au-delà de juste la problématique d'organes et de replacer le patient dans son lieu de vie. Voilà. Et donc peut-être être un peu comme j'ai pu l'être au travers de l'expérience de KBI-Saint, un peu un donneur d'ordre sur une certaine forme dimension, parce qu'en tant que gériatre, on s'intéresse à tout, on s'intéresse au domicile, au monde social qu'il y a autour, donc c'est pas juste l'information médicale qui m'intéresse, c'est ce qu'est la personne dans sa vraie vie, parce que de toute façon, si je veux modifier quelque chose, il faut que je le prenne en compte, c'est pas parce que je vais faire une ordonnance que ça va modifier quoi que ce soit. Et que, en particulier dans les troubles cognitifs, c'est 80% de la prise en charge, elle est comportementale, elle n'a rien à voir avec l'aspect médical, donc c'est fondamental. Donc je crois qu'il faut orienter les entreprises, mais une fois qu'elles sont orientées, c'est un parcours du combattant d'arriver à trouver des fonds. Le travail essentiel que vous avez réalisé tous les deux, c'est de l'accompagnement et de la démonstration, faire la preuve que le produit est efficace. Mais au-delà de ça, ce qu'a fait Johan, c'est insérer dans les organisations, c'est encore plus complexe, et ça, si on ne le fait pas, on passe à côté. Et après, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, qui m'est totalement étranger, c'est les enjeux au sein des industriels. Oui, mais moi ça m'arrange pas, c'est pas mon marché, moi c'est pas celui-ci, c'est pas, voilà, j'ai des intérêts. Et donc vous amenez, par exemple là aujourd'hui sur Sacha, on arrive quand même vraiment à quelque chose d'extrêmement innovant. On avait un partenaire avec le LAS, on a des batteries souples, on a des patchs souples, enfin des antennes qu'on a créées, il y a des gens qui ont fait des tests dessus, enfin il y a eu énormément d'innovations faites dessus, et c'est en train de planter ou pas partir, voilà, parce qu'un des partenaires va être un obstacle. Donc ça aussi, c'est parfois des freins à l'innovation. Et aujourd'hui, quand on est arrivé sur le département de l'Ariège, de créer une dynamique
réel d'attirer des entreprises, de leur proposer un accompagnement personnalisé. On a même maintenant un département qui suit dans son schéma d'autonomie et gérontologique. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à des freins qui peuvent être soit financiers, soit d'enjeux également. Donc c'est l'autre dimension, c'est la face cachée l'autre face cachée de la Lune. Je vous ai vu sourire, vous avez peut-être un commentaire C'est toute la difficulté quand on a une multitude d'acteurs, et je pense que c'est une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, quand malheureusement on n'a pas une taille critique, on n'a pas nécessairement les moyens de pouvoir gérer des développements, d'aller faire des partenariats universitaires, de recherche, et donc on va créer, il y a beaucoup de projets de recherche au niveau européen, de type AAL ou autre, où vous allez avoir une agrégation d'un certain nombre d'un écosystème qui sur le papier est très prometteur et très intéressant, mais qui n'aboutira jamais parce que vous n'avez pas une plateforme pour porter l'ensemble du projet. Et c'est un des vrais problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que quelque part, et on le voit finalement aux États-Unis, comment les écosystèmes naissent, j'ai des très grands noms aujourd'hui de la nouvelle économie, type Google, qui vont acheter entre 5 et 6 entreprises par an pour les intégrer dans leur écosystème, et à partir de là, toujours rayonner un peu plus dans ce monde de l'innovation en essayant d'apporter une vraie valeur à l'humain. Modèle durera pas, apportera, on ne sait pas. Et je voulais rebondir sur ce dernier point, sur l'aspect que vous appelez la preuve financière ou économique, sur la profitabilité, sur l'aspect économique de financement pour les établissements. C'est certain que l'innovation a un coût, et qu'aujourd'hui, l'adéquation entre le bénéfice financier et le coût pour l'utilisateur est complètement aberrant, puisqu'aujourd'hui, si vous pouvez me tromper, les chiffres je les maîtrise pas aussi bien, mais aujourd'hui le coût moyen d'une chute d'une personne âgée pour la société va être de l'ordre de 100 000 euros, quelque chose comme ça, 100 ou 200 000 euros. Le coût global d'hospitalisation, qui était estimé en 2010, juste les coûts d'hospitalisation conséquence des chutes étaient supérieurs à 1 milliard d'euros. Les pertes de dépendance additionnelle, les pertes d'autonomie, l'accroissement de la dépendance additionnelle, ça a emmené l'addition jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Donc pourquoi c'est pas un enjeu national aujourd'hui au niveau de la France, où on nous répète indéfiniment il y a trop de morts sur la route. Il y a plus de décès liés aux conséquences des chutes en France que de morts sur les routes. Il y en a plus du double. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de démarche globale. Alors si, l'ARS va avoir des démarches d'enregistrer le nombre de chutes, etc. Mais on n'a pas... Voilà, ce ne sont pas les mêmes enveloppes. Et c'est exactement un des problèmes, et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure avant cet atelier, un des vrais problèmes, c'est pour les établissements médicalisés et tous les besoins identifiés, vous relevez les mains pour trouver des solutions ensemble avec des acteurs qui ont envie de faire avec vous. Ensuite, vous soulignez le fait que ça va peut-être capoter pour se déployer de façon plus ample. Et la question, c'est pas qu'il n'y a pas les moyens, c'est simplement c'est pas dans les mêmes enveloppes budgétaires. Et ça, je pense que malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ça. En tout cas, c'est certainement pas le rôle de l'industrie aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment on peut arriver à faire prendre conscience à nos politiques que y a des êtres humains derrière, et que si on allouait un peu mieux les ressources dont on dispose, on pourrait probablement améliorer la qualité de vie de chacun, à commencer par la sécurisation des résidences des établissements de santé. Finalement, vous reposez la question de l'évaluation de la valeur. Est-ce que ce qu'on va faire, ça va vraiment apporter une vraie valeur à qui et à quel niveau, quoi, quelque part? Non, je parle de la valeur économique. La valeur économique, c'est oui, non, mais la valeur économique, c'est l'établissement en a besoin. L'établissement, il n'a pas de but lucratif, l'établissement médicalisé, sauf s'il est privé. Mais moi, je travaille aujourd'hui avec beaucoup d'établissements publics ou privés non lucratifs, donc la plupart du temps associatifs. La préoccupation du personnel de ces établissements à tous les niveaux, c'est l'être humain, la
prise en charge du résident ou du patient dans son établissement. Il n'y a pas de logique économique derrière, si ce n'est de faire tourner l'établissement avec le budget dont on dispose. Et pour ça, il faut qu'ils aient les financements. S'ils n'ont pas les financements, ils ne pourront pas intégrer des innovations d'usage qui vont avoir des surcoûts, parce qu'effectivement, c'est au départ toujours très cher. Ok, très bien. Tu veux rebondir peut-être, Laurent ? Oui, en fait, c'est juste une question de ministère et d'enveloppe de chacun. Donc, quand vous parlez de la sécurité sociale sur l'aspect du coût économique des hospitalisations, c'est un budget, et la dépendance, c'est celui du conseil départemental. Donc, c'est pas les mêmes budgets, ils s'opposent. Ce sont des financeurs, par exemple, pour les EHPAD, hein, pour les maisons de retraite, ils se bagarrent en permanence pour les budgets. Vous avez la perte d'autonomie avec les grilles GIR, tous les départements cherchent à baisser les grilles GIR de manière à ce qu'ils injectent le moins d'argent possible pour le maintien à domicile. Donc c'est ça la vraie vie. Après, ceci n'empêche que moi je suis un acteur de santé d'un territoire et moi la seule chose qui m'intéresse c'est que le produit arrive. Je n'ai aucun intérêt, moi, partisan particulier là-dedans. Et quand je vois qu'il y a une solution qui est intéressante et qu'elle ne voit pas le jour, surtout quand on y a participé, c'est une certaine forme de frustration. Et encore une fois, là, on est hors circuit financement des uns et des autres. On est plutôt sur des problématiques des industriels d'accompagnement. Donc, il se fait que Sacha, donc il y a un pôle, on est labellisé pôle de compétitivité Aerospace Valley CBS. Donc, un pôle qui a injecté de l'argent. Et quelque part, ils ont injecté de l'argent, mais ils n'ont à aucun moment, ils ont imposé un accompagnement drastique sur, au fait, c'est quoi votre modèle économique ? C'est-à-dire, au final, oui, vous faites de l'innovation, machin, mais quelque part, où est le business model derrière ? Parce que le business model, il aurait été conçu d'emblée, on ne serait pas à se poser des questions aujourd'hui. Ok. Donc, merci à tous.